Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Il aimantait le spectateur qui scrutait ce visage aux 50 nuances de jeu, le spectateur au théâtre ou au cinéma qui écoutait ce phrasé articulé, marmonné ou projeté. Michel Bouquet ne ressemblait à personne avec le physique de Monsieur Tout-le-Monde. Chez Chabrol, il fut un mari jaloux, un amant assassin. Chez Truffaut, un tueur par procuration. Chez Francis Weber, l'inoubliable président Ramballe-Cochet, patron odieux, cynique, brutal. Pinter, Ionesco, Beckett, Molière. Bouquet aura tout joué, tout connu, tout traversé, les classiques et les modernes, l'avant-garde et la tradition. Quel plaisir, quel enchantement, quelle jubilation. Les comédiens ne meurent jamais, ils traversent l'éternité sur la pellicule. Jouvet, Rému, Gabin, Freinet, Signoret, Girardot, Moreau et tant d'autres. Michel Bouquet est mort. Il avait 96 ans, le bel âge sans doute pour quitter la scène, mais jamais l'écran, puisque les films, les pièces, les séries restent. Qui, lesquels sont là et qu'il faut courir les voir et les revoir. Il est 9h, Audrey Berthaud. Le procès des attentats du 13 novembre 2015. L'audition de Salah Abdeslam doit reprendre aujourd'hui. Hier, le seul survivant du commando djihadiste a raconté pour la première fois sa version des faits. La terrible nuit des attentats, il dit avoir renoncé à se faire exploser par humanité et non par peur. Et puis un viol à Juan-les-Pins, en pleine rue. Cela s'est passé dans la nuit de lundi à mardi. Une jeune femme de 24 ans a été violemment frappée avant d'être violée dans la rue. La police a interpellé l'homme et l'a placé en garde à vue. Il s'agit d'un ressortissant roumain âgé de 46 ans. Selon les syndicats de police, cet homme serait en situation irrégulière. Et puis des scènes de guérilla urbaine dans le quartier Housse-des-Bois à Pau. Comme vous pouvez le voir sur ces images, un centre social et des voitures ont été incendiées dans la nuit de lundi à mardi. Des policiers et des pompiers ont été la cible de jets de pierre. Je rêverais ne parler que pendant 1h30 de Michel Bouquet, de parler de cette science du comédien si particulière, si étonnante, si mystérieuse. Qu'est-ce qu'un grand comédien? Pourquoi lui et pas un autre? Pourquoi nous touche-t-il ou pas, etc. Hélas, l'actualité est là. Bonjour Christophe Bourseiller. Bonjour. Il était d'une grande humilité. C'était vraiment un serviteur du texte. Il avait cette espèce... Il pensait qu'à ça, à assumer le rôle. C'était vraiment un vrai acteur, quoi. C'était pas... Vous avez joué avec lui? J'ai pas eu l'occasion de jouer avec lui malheureusement, mais je l'ai connu, enfin je l'ai côtoyé, puis j'ai été le voir au théâtre. Mais il avait c'était vraiment étonnant, c'était une espèce d'humilité, quoi. C'est beau l'humilité d'un grand comédien, je trouve. C'est difficile à définir l'humilité. Ouais. C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est dire je ne suis rien face au texte, je m'incarne dans un personnage, mais je n'existe pas. Je n'existe pas le personnage et ma personnalité ne compte pas. Et il faisait ça il se donnait dans le texte, quoi. C'était magnifique à voir, à observer. Et puis la façon dont il en parlait à l'extérieur était extraordinaire. Il ne pensait qu'à ça. Vous voyez, il n'était pas dans le paraître, il était vraiment dans comment incarner le personnage. Et c'est le paradoxe du comédien, parce qu'il y a un désir d'être dans la lumière, sans doute, on ne monte pas sur la scène par hasard, et en même temps on s'efface. Oui, mais la pratique du comédien, c'est quand même s'incarner dans un personnage qu'on n'est pas, et donc devenir ce personnage. Donc il y a tout un don de sa personne pour arriver à être soi-même ce personnage répugnant, merveilleux, odieux ou pas. Enfin, oui. On verra un extrait tout à l'heure que j'ai passé hier soir quand il arrive dans cette maison où il veut acheter la maison de Daniel Sicaldi. Vous avez 2 minutes. Oui, Daniel Sicaldi. Il joue le président Ramballe-Cochet. C'est écrit par Francis Weber, qui est un génie. Il s'inspirait de Marcel Dassault, je crois d'ailleurs, pour cette anecdote. Ah bon? Parce que Marcel Dassault avait fait ça. C'était une des anecdotes concernant Marcel Dassault. Il avait vu une maison, il avait dit « elle me plaît », il était entré et il l'avait... Vous avez 2 secondes. Et puis il est impassible, vous avez 2 secondes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il jouait les personnages odieux particulièrement bien. Oui, parce que dans les Chabrol, il joue aussi des sortes d'assassins sordides ou des sales types. Pas des sales types. Non, bah, enfin... Vous voyez, dans La femme infidèle, c'est pas des sales types. C'est une sorte de bourgeois comme ça qui... Et en même temps, il a réussi à incarner merveilleusement François Mitterrand, ce qui n'a aucun rapport avec ce que je viens de dire. Bien, là, c'était un rôle de composition, c'est ce que vous voulez dire. Mais il n'aimait pas Mitterrand, il n'avait pas voté pour lui, mais il était complètement entré dans le personnage. Bon, Philippe Guibert, que vous connaissez, Paul Melun, Louis Morin. Vous êtes journaliste politique
politique et c'est la première fois, je pense, que vous venez ce matin. Bon, on va parler évidemment de ce qui se passe notamment à Nantes avec l'université de Nantes, la présidente de l'université de Nantes qui explique qu'il faut pas voter. Donne des consignes de vote. C'est fascinant. Ce qui se passe depuis 3 jours est fascinant en France. Hein. Ah oui, vraiment, c'est absolument fascinant. Mais personne ne dit rien, manifestement. Le service public, la neutralité du service public, tout le monde s'en fiche. Présidente de l'université de Nantes, qui prend son mail Université de Nantes pour demander aux étudiants et à ses professeurs de ne pas voter pour Marine Le Pen. Mais quand il y a quelques mois, on disait que l'université était à gauche, on nous disait qu'on était des réacs. Donc, non, mais moi, je suis fasciné par ce pays, fasciné par mes confrères, fasciné par tout ce qui se passe. Parce qu'à partir du moment où tu mets ça en place, on te dit, mais vous défendez Marine Le Pen? Non, c'est ça. Je ne défends pas Marine Le Pen, j'ai pas envie d'être avocat de Marine Le Pen. J'ai simplement envie de faire notre métier de journaliste et de pointer ce qui se passe à droite ou à gauche. Simplement, quelle catastrophe, Christophe Bouillet. Bourseiller. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez été viré de votre banque. Oui, oui. Donc c'est quand même. Vous êtes la seule personne que vous êtes arrivé ce matin en nous disant j'ai été viré de ma banque. Personne n'a ça. Ça m'arriverait un jour et je ne sais pas pourquoi. J'ai reçu une lettre recommandée hier, cher monsieur. Notre banque a changé ses priorités et vous avez 2 mois pour partir. Mais vous n'avez peut-être pas voté comme il fallait dimanche. J'ai sans doute pas voté ce qu'il voulait. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est surtout que je ne suis pas découvert. C'est une banque russe. C'est une banque américaine très chic qui s'appelle Mileis. Oui. Et alors là, comment elle s'appelle votre banque? Elle s'appelle Mileis. Alors moi je ne connaissais pas. M-I-2-L-E-I-S. C'est ça. Mileis. Oui. Je ne connaissais pas cette banque. Alors j'y suis, donc j'étais très bien. Et alors j'appelle mon conseiller qui n'était même pas au courant. Vous voyez, donc je veux dire, c'est quand même bizarre. Comment ça fonctionne ce truc, vous voyez? Ça m'a vraiment surpris. Donc là, j'en suis là, je suis un peu ébahi parce que je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Ça ne m'était jamais encore arrivé de me faire licencier par ma banque. Alors je suis d'accord avec vous. Donc comme vous avez cité une banque et que le CSA, l'ARCOM nous regarde et qu'il faut citer 2 autres banques. On peut citer la mienne, le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole. Salut, le Crédit Agricole. Donnez-moi des idées de banque alors. Bon, mais alors vous avez été viré. Alors qu'est-ce qui se passe? Il vous a dit quoi votre conseiller? Il m'a dit qu'il n'était pas au courant, qu'il allait se renseigner. Bon, tenez-nous au courant. Vous n'êtes pas assez riche. Il m'a dit, sûrement, mais enfin je suis pas non plus si pauvre que ça. Il m'a dit, ça doit être une erreur. Comme ça, au moins, vous aurez l'occasion de faire revenir vos affaires en France. Il y a un dysfonctionnement assez fort. Quand même. Nantes, Sophie von Goethem est avec nous. Elle est enseignante et ancienne vice-présidente de l'université de Nantes. Je vous ai appelé hier. Bonjour madame. Quand je vous ai appelé, j'ai cru que c'était un fake. F-A-K-E. Quand j'ai vu, effectivement, vraiment, j'ai vérifié, quand on m'a donné cette information, j'ai dit, c'est pas possible. La présidente de Nantes, qui s'appelle Karine Bernot, a donc envoyé un mail aux étudiants. Et parce que les fondements de notre société sont en cause, je vous appelle solennellement à voter le 24 avril pour faire barrage à l'extrême droite et donc au Rassemblement national. Voilà la présidente de l'université de Nantes. Voilà ce qu'elle écrit et qu'elle envoie à ses... comment dire... À qui elle l'envoie exactement? Non, mais ça, c'est à tous les étudiants. Aux étudiants et tous les étudiants. Elle a le fichier mail de tous les... Oui, elle a le fichier mail. Mais ça, la neutralité... Mais tout le monde s'en fiche, hein. Tout le monde alors franchement, aujourd'hui, dans les médias, ça pourrait être la une de tous les médias, mais tout le monde s'en fiche. Moi, je suis fasciné par ça, dans ce qui se passe dans ce pays depuis 3 jours, mais bon. C'est grâce aux réseaux sociaux que c'est sorti. Bien évidemment. Alors, voyons le sujet de Jean-Michel Decaze, et puis on va parler de cela. Est-ce qu'il y aura des sanctions? Madame Vidal, on sait qu'elle sert à rien, Madame Vidal, depuis 5 ans. Vous êtes dur, parce qu'elle a voulu mener une enquête sur l'IEP Grenoble, elle n'a servi à rien. Elle est dans toutes les universités qui sont gangrénées. Oui. Gangrénées. Et par rapport à ses prédécesseurs, elle a au moins voulu diligenter une enquête. Elle a voulu mener une enquête sur l'islamo-gauchisme. Bon, écoutez, ça a été courageux de sa part de le faire. Le problème, c'est qu'elle a confié l'enquête au CNRS, qui est le principal intéressé par l'islamo-gauchisme. Elle sert absolument. Elle est complètement absente des débats. Elle fait le bruit de pas qui s'éloigne. Comment dire, la droite n'a toujours pas réagi. Il n'y a que les gens du Rassemblement national qui réagissent. C'est-à-dire que le combat idéologique qui devrait être mené par la droite, Valérie Pécresse, elle est aux abonnés absents. Tous les gens soucis en ce moment. Mais peu importe. Moi, je trouve ça effrayant. Alors, voyons le sujet de Jean-Michel Decaze.
La lettre de la présidente de l'université est tombée dans les boîtes mail des profs et des étudiants hier à 15h15. J'étais assez surprise quand même de recevoir ce mail. On n'a pas pour habitude de recevoir des mails personnels de sa part. Karine Bernot appelle, je cite, solennellement à voter le 24 avril pour faire barrage à l'extrême droite et donc au Rassemblement national. On doit se faire chacun notre idée. Et ouais, je pense que ça ne devrait pas être influencé par des gens qui ont un peu de pouvoir. Ça manque de neutralité, je pense. À l'université, on est quand même censé être, on va dire neutre, religieusement, politiquement, etc. Mais en même temps, je trouve ça plutôt bien de savoir se positionner. Et en soi, c'est juste un avis qui est lancé et à nous de le prendre ou pas le prendre en fait. Mohamed est algérien. En 3e année de commerce international, il parle d'un message venant du cœur. Elle est beaucoup plus proche des étudiants, etc., des gens étrangers qui viennent, qui rencontrent des difficultés, etc. Donc je pense qu'elle avait par rapport à ça, c'était plus un choix de cœur. La présidente a-t-elle eu peur que les jeunes qui ont voté Mélenchon au premier tour votent blanc ou ne se déplacent pas? C'est l'autre grande question que se posent les étudiants. Et les seules réactions, évidemment, c'est le Rassemblement national. C'est M. Bardella qui a dit la prise de position de la présidente de l'Université de Nantes en violation des règles de neutralité qu'impose sa fonction est une faute lourde. Les étudiants ont raison de se scandaliser. Soyez libres, ne vous laissez pas dicter vos choix par les amis d'Emmanuel Macron. Alors, Madame Van... une amie d'Emmanuel Macron pour autant. Écoutez, moi je trouve ça sidérant. Je ne peux pas vous dire autre chose. Madame Van Goethem, vous êtes donc enseignante et ancienne vice-présidente de l'Université de Nantes. D'abord, est-ce que vous avez joint Madame Bernot pour lui demander pourquoi est-ce qu'elle a écrit ce mail? Bonjour à tous tout d'abord. Non, je ne l'ai pas jointe directement, mais je lui ai envoyé un message. Je ne suis pas la seule en tant qu'enseignant-chercheur de l'université. Beaucoup de mes collègues ont réagi aussi individuellement. Bon, elle a le droit, vous avez le droit de vous exprimer. Hein. Si vous aviez fait, par exemple, vous êtes chercheur, enseignante, si vous voulez donner une interview, par exemple, dans Ouest France ou dans Presse Océan, qui sont les journaux de la ville, vous avez le droit. À titre personnel. À titre personnel, ça, vous avez parfaitement le droit. Mais ce qui est surprenant, c'est en sa qualité, le mail est envoyé en sa qualité, nous sommes d'accord, de présidente de l'Université de Nantes. Voilà. En fait, c'est ce qui me choque tout simplement parce que l'idée ici, elle est assez simple. C'est que chacun d'entre nous, en tant qu'enseignant-chercheur, on a une liberté d'expression. Et ça, on va nous le répéter assez souvent. Donc, on peut se positionner dans nos recherches, éventuellement dans nos cours. On peut se positionner. Personne ne l'empêchait, notre présidente, de téléphoner aux journalistes et puis d'expliquer son positionnement à elle. Mais là, ce sont toutes nos listes de diffusion qui ont été utilisées. C'est-à-dire qu'elle a utilisé son pouvoir de présidente pour le diffuser à tout le monde. Alors, moi, j'en parle d'autant plus que je suis juriste comme elle, donc je connais les règles comme elle, et elle sait très bien que là, on dépasse les limites. La deuxième logique qui me choque, c'est que j'ai été première vice-présidente en 2002. Alors 2002, vous vous en rappelez, hein, ça a été aussi le même genre de débat. Les personnes qui étaient en responsabilité avec moi, y compris mon président, mais jamais on n'aurait dépassé cette limite. On a positionné l'université avec ses valeurs d'universalisme, on a positionné l'université sur ses valeurs d'ouverture, mais on n'est pas allé plus loin. On n'a pas dit ne votez pas pour tel parti. Et je voulais juste vous préciser, c'est que je suis, moi, candidate aux législatives, je suis conseillère municipale aussi à Nantes dans l'opposition. Par contre, je ne suis pas Rassemblement national. Hein. Vous disiez que surtout le Rassemblement national était monté au créneau. Je suis simplement de droite, non encartée. Simplement, je défends des valeurs. Mais les valeurs que je défends, moi, ce sont les valeurs de l'université. L'université, c'est le débat. Alors là, on n'a pas de débat. On nous dit votez. Donc, je ne sais pas tellement comment ça peut fonctionner. On a plus de 35 000 étudiants quand même. Tout le personnel, tous les enseignants-chercheurs sont concernés. Mais c'est quelque chose que je n'ai jamais vu en 30 ans d'existence dans l'université. On rappelle que Jean-Luc Mélenchon a fait 33% à Nantes, paraît-il. Johanna Roland, qui était la directrice de la campagne d'Anne Hidalgo, a fait dans sa ville moins de 2%, si j'ai bien compris. C'est intéressant, le poids de Johanna Roland. Je ne sais pas si elle a réagi, d'ailleurs, la maire de Nantes, à cette lettre de la présidente de l'université. Je n'ai rien vu passer. Peut-être que c'est l'influence de l'ambiance locale. On peut se poser une deuxième question. C'est peut-être un mot d'ordre du ministre. On ne sait pas, hein, puisqu'on en est à ceux qui ont le pouvoir qui décident pour les autres. Donc, on peut vraiment se poser la question. Un mot d'ordre du ministre, ce serait étonnant. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de mot d'ordre du ministre pour ce type de prise de position. Ce qui est grave, c'est qu'on utilise un mail en liste de diffusion. C'est-à-dire que les mails en liste de diffusion dans les universités, ça sert à informer, par exemple, de la crise sanitaire, des horaires d'ouverture de la cafétéria ou que sais-je.
Par conséquent, ça fait note de service, si vous voulez, note de service. Surtout, ne votez pas pour Marine Le Pen, c'est une note de service du sceau de la présidente d'université. Donc, je rejoins totalement ce que vous disiez, madame. Ça me paraît parfaitement injustifié. Même si la présidente veut prendre position, elle le fait dans les médias. Mais ça vous fait ce que vous voulez. Malgré tout. À titre personnel, je ne voterai pas Marine Le Pen, par exemple. Mais Christophe Bourseiller, vous avez parfaitement raison. Moi, je suis dans une position depuis 3 jours extrêmement compliquée, parce que à chaque fois que nous soulignons ce qui se passe aujourd'hui en France, tu passes pour être l'avocat de Marine Le Pen. Et j'ai tout sauf envie d'être avocat de Marine Le Pen. Donc je le dis à longueur d'émission. J'ai tout sauf envie de ça, pour tout vous dire. Mais je suis tellement surpris de ce qui se passe dans notre beau pays depuis 3 jours que je mets ces sujets sur la table. Ce qui m'étonne le plus dans ce genre de faute, si on élargit le sujet, parce que c'est évident que c'est une faute professionnelle, il n'y a même pas de discussion. Mais il y aura sanction ? Ça mérite sanction ? Ça mérite sanction. Ça mérite, je ne sais pas, l'échelle des sanctions au sein de l'université, entre la remontrance et puis la sanction. Mais ça mérite évidemment sanction, ou en tout cas que la ministre signale que c'est tout à fait anormal. La ministre ne sert à rien. Madame Vidal, elle n'a jamais intervenu sur aucun sujet important depuis 5 ans. C'est pas tout à fait exact quand même, mais elle peut... Et puis là-dessus, elle devrait faire le Il faut laisser une chance à la rédemption, parce qu'il faut toujours laisser une chance. On a vu ce qui s'est passé à l'IEP de Grenoble, on a vu ce qui s'est passé à l'université de Lille, on voit partout ce qui se passe. L'université de Lille, dont la vice-présidente n'est autre que Sandrine Rousseau. C'est intéressant de préciser. Bien évidemment. Mais ce qui me frappe le plus, c'est qu'il n'y a pas besoin de contourner des règles ou de commettre des fautes pour entamer le débat avec Marine Le Pen. Il y a suffisamment à dire. Ce que je ne comprends pas dans l'attitude d'une partie c'est qu'ils n'acceptent pas le débat. Il faut aller dans le débat. Et je trouve que la diabolisation qui marche depuis 30 ans. Donc c'est la facilité aussi. Et donc, ça marche. En allant dans le débat, en prenant au mot Marine Le Pen, il y a beaucoup à dire pour la critiquer. Donc je ne vois pas l'intérêt d'utiliser ce genre de procédure qui effectivement est fautive pour l'intérêt, c'est convaincre du vote. L'intérêt, accessoirement, c'est un peu prendre les étudiants, les professeurs et le personnel de l'université pour des imbéciles. L'intérêt, c'est d'hystériser le débat. Oui, mais justement. C'est l'intérêt. Mais attention, parce que... c'est une faute, à mon avis. C'est une faute politique d'hystériser le débat. Mais je veux dire, pour le coup, Emmanuel Macron a donné le signal là-dessus, puisque toutes ces interventions sur Marine Le Pen depuis 3 jours, c'est extrêmement des deux côtés. Non, mais bien sûr, elle l'a probablement fait à dessein. C'est le jeu. Écoutez, Marine Le Pen appelle à un front uni anti-Macron, lui, il appelle à un front uni anti-Le Pen. Extrême droite, on est dans la logique du second tour. Ça mérite d'en discuter quand même, parce que... on écoutera Marcel Gauchet, d'ailleurs, on en a parlé hier, je ne vais pas en parler tous les matins, mais il est 9h15 et même 9h16, donc c'est Audrey Berthaud. L'Ukraine vient d'annoncer une reprise des évacuations de civils via 9 couloirs humanitaires, notamment depuis la ville assiégée de Mariupol dans le sud-est du pays, après une journée de suspension due, selon Kiev, à des violations russes de cessez-le-feu. Et puis au 50e jour de guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky juge très blessant le refus d'Emmanuel Macron de dénoncer un génocide perpétré par les Russes en Ukraine. Le président français a estimé qu'il fallait rester prudent sur les mots. Et puis la Russie a subi un de ses plus gros revers matériels depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Le croiseur Moskva, vaisseau amiral de la flotte de la mer Noire, ayant été gravement endommagé par une explosion de munitions selon Moscou et par des frappes de missiles selon Kiev. Une réaction de l'UNI qui a réagi, syndicat étudiant de Nantes. Écoutons. Alors, le fait qu'elle soit à la fois présidente de l'université et professeure, c'est dérangeant à 2 titres. D'abord, sur le principe de neutralité qui touche le service public, qui touche les fonctionnaires. Donc, en tant que présidente de l'université, elle est garante de cette neutralité justement du service public. Mais également, en tant que professeur, on voit bien qu'il y a une dérive, qu'il y a l'idéologie qui se propage dans l'enseignement et que justement l'idéologie prend le pas de plus en plus sur l'instruction chez de nombreux universitaires, de nombreux professeurs dans l'enseignement supérieur. Bon, je précise évidemment que j'ai essayé de joindre Karine Bernot pour qu'elle explique pourquoi pas elle pouvait venir sur ce terrain, mais je suis toujours frappé d'ailleurs, et j'avais vu ça également avec l'IEP de Grenoble et ça. Ces gens après, ils sont abonnés absents. Bien sûr. Ils ne parlent pas. Et le paradoxe... Ils ne parlent pas, ils ne donneront rien, ils se taisent, ils se tairent. Carrière. Comment ? Leur carrière.
Ils pensent à leur carrière. Ils pensent à leur carrière. Oui, je veux bien qu'ils pensent à leur carrière, mais qu'ils aient au moins le courage d'assumer leur position. Elle savait ce qui allait se passer. Elle savait très bien non, que ça allait faire un buzz. Voilà. Moi, je suspecte qu'elle l'ait fait exprès. Je suspecte qu'elle l'ait fait exprès pour qu'on en parle justement ce matin. Et peut-être qu'elle a des ambitions politiques. Ce serait pas la seule. Sandrine Rousseau, après tout, elle a bien été vice-présidente de l'université. Mais ces gens-là sont dans leur monde. Ils sont convaincus d'agir au nom du bien, Pascal. Par conséquent, ils n'imaginent même pas que ça puisse créer, susciter une polémique. Mais aujourd'hui, il y avait une vraie. Comme ça dans toutes les universités. Il y a deux choses. Ou c'est légal, ou si. Moi, si vous voulez. Non, la règle, elle est claire. Je pense ou c'est légal, ou c'est pas légal. Si c'est légal, t'as un ministre qui suspend. Voilà. Madame Vidal, elle prend son téléphone, elle suspend. Mais Pascal, imaginez alors là, t'as l'université de Nantes qui est peut-être en grève immédiatement, les professeurs, peut-être. Qui la soutiendraient. Mais imaginez le contraire. Imaginez qu'elle fasse un email en liste de diffusion dans lequel elle dise « Votez tous pour Marine Le Pen, c'est la présidente qu'il nous faut ». Mais elle se ferait virer sur le champ. Bon, alors pourquoi est-ce que ça marche dans un sens et pas dans l'autre? Ça s'appelle le deux poids des mesures, mais je vous dis, après, chacun se fait son avis sur ces sujets. Effectivement, ce qui est casse-pied dans ce débat, c'est qu'à chaque fois qu'on défend, si vous voulez, la liberté d'expression, ou en tout cas la neutralité du service public, on va dire, vous êtes pro-RN, vous êtes pro-Marine Le Pen. C'est ça qui est casse-pied, je trouve, dans cette affaire. C'est cette position qui est, je veux dire, quand tu essayes d'être intellectuellement honnête, je le répète, ce qui est quand même une ligne de directrice sur ce plateau, eh bien, tu peux passer ou on t'instrumentalise en disant « Ah, attendez, vous êtes en train d'être l'avocat de Marine Le Pen. » Non, je le répète, j'ai pas envie d'être l'avocat de Marine Le Pen. Madame Van Goethem, est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce que vous allez faire vous-même? Bon, Vous êtes en vacances d'ailleurs à Nantes? Non, pas encore. Non, l'université n'est pas lycée, n'est pas scolaire. Hein. Donc on n'est pas encore en vacances, on n'a qu'une semaine. Bon, non, simplement, moi, je suis extrêmement déçue aussi parce que ça fait 30 ans que je suis passionnée pour l'université. C'est quand même l'université publique qui a un niveau intellectuel, un niveau de formation extraordinaire. Et tout ça, ça dévalorise notre université et je le regrette profondément. Tout simple. Vous êtes passé par l'université de Nantes, cher Philippe Guibert? Il me semble vous y avoir croisé même. Nous pouvons saluer donc excellente formation alors. Nous avions aussi à l'époque discrétion qui vous caractérise. Nous avions qui dans l'université de Nantes de la faculté de droit à l'époque? Un très grand professeur de droit social qui s'appelle Alain Suppiot. Monsieur Suppiot, que vous avez dû connaître. Monsieur Ostiou également. Nous avons eu Monsieur Ostiou. Ah oui, vous l'aimiez beaucoup. Que nous aimions beaucoup en droit administratif. C'était en deuxième année. Et puis il y avait Yannick Guin également. Excellent professeur d'histoire des idées politiques. Bien évidemment. C'est là où vous faisiez remarquer, si je me souviens bien. C'était pas en droit administratif. Vous étiez du même bord? Non, nous les salons, parce que nous aimons le débat, nous, les échanges. Mais à l'époque, ça se passait pas. À l'époque, il y avait encore du débat. Bon, merci Madame, merci Madame Van Goethem. Et ce que je vous propose peut-être, c'est d'écouter. Voilà, vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est un débat à l'extrême droite? De tout ce que j'ai entendu depuis 3 jours, c'est Marcel Gauchet, historien et philosophe, qui a résumé le mieux la situation sur ce qui se passe depuis 3 jours, mais au-delà de ça, sur ce qu'est l'extrême droite, Marine Le Pen, ça. Franchement, il n'y a rien à redire, il le dit de manière bien plus brillante et plus intelligente que n'importe qui. Marcel Gauchet. Du point de vue des positions dans un échiquier politique qui vont d'un extrême à l'autre, on peut dire que Marine Le Pen occupe la position d'extrême droite. Est-ce que cette extrême droite a à voir avec ce qu'a été historiquement l'extrême droite dans ce pays et dans la culture européenne? Évidemment non. Marine Le Pen représente objectivement une sorte de droite autoritaire, nationale, populaire, qui, pour moi, évoque furieusement, en tant qu'ancien combattant, si j'ose dire, les débuts de la Ve République. Oui, Je pense qu'on trouverait dans le RPR de la grande époque du premier gaullisme l'équivalent de Marine Le Pen et peut-être des gens en plus à droite qu'elle. Non, elle n'est pas... Elle occupe cette place dans l'échiquier politique, mais il y a un jeu polémique, facile à comprendre. On essaye de la charger
du fardeau de l'ancienne extrême droite qui a laissé de très mauvais souvenirs dans ce pays avec la collaboration, le pétinisme et qui est disqualifié depuis 1945 avec la résurgence Algérie française, l'OAS, etc., qui a marqué aussi les esprits. Donc elle a un fardeau historique à porter, c'est inévitable, ses adversaires l'exploitent. En réalité, elle incarne quelque chose de très différent de ce qu'a été l'extrême droite du passé. Et je pense on gagnerait du point de vue de la clarté politique à le reconnaître. Mais une campagne électorale, c'est une polémique permanente. Oui. Donc, évidemment, il a raison. Mais on pourrait même aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire que moi, je sais, j'ai beaucoup travaillé sur ces phénomènes extrémistes depuis des années. Et qu'est-ce que c'est qu'un extrémiste ? C'est quelqu'un qui lutte pour un changement radical de société et qui veut y parvenir par la violence. Alors à l'extrême gauche, il va être pour la révolution prolétarienne, à l'extrême droite, il va être pour la révolution nationaliste, la contre-révolution ou le coup de force. Que sais-je encore, mais dans tous les cas, Marine Le Pen ne coche pas ces cases-là. Donc Marine Le Pen provient historiquement de l'extrême droite, puis pas elle, mais le Front National, on le sait, a été créé en 1972 par un mouvement d'extrême droite qui est Ordre Nouveau, et d'ailleurs est allé chercher Jean-Marie Le Pen plusieurs mois plus tard pour incarner ce parti nouveau. Mais je pense que Marine Le Pen, c'est du populisme, ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle relève d'un genre particulier, d'un style politique qui est le populisme. Un style politique qui se caractérise par le fait de dresser le peuple contre les élites, par le fait de répondre, de proposer des réponses simples à des questions complexes, et par des leaders charismatiques. Donc je pense qu'effectivement, Marine Le Pen l'a qualifiée d'extrême droite, c'est un peu démagogique, c'est de la polémique aujourd'hui, ça resserre les rangs de la gauche principalement, et ça la reforme, ça la reconstitue dans l'antifascisme, et pourquoi pas. Mais c'est pas tout à fait conforme à la réalité. On parlera de la Sorbonne dans une seconde. Notre ami Éric de... faire ce dithyrambe. C'était tout à fait remarquable, cher ami. Comme vous avez été viré de votre banque... C'est un sujet important. C'est un sujet important. Attendez. La pause, simplement Éric de Ritmaten, qui est notre spécialiste économique, m'envoie ce petit message et dit à Christophe que j'ai interviewé le PDG de Miles, je le connais, il est venu sur CNews, on va lui arranger cela. Ah bah merci, avec plaisir. Éric, s'il vous plaît, aidez-moi, parce que... Est-ce que je peux jeudi prochain... Cette banque qui a quand même viré, c'est pas bien d'être viré. Mais il faut prendre une banque française, tant qu'à faire. Je ne connaissais même pas cette banque. C'est mon côté internationaliste. Messieurs, pour jeudi prochain, vous venez avec votre problème, on l'expose à Pascal. Julien Courbet. On va faire Julien Courbet. Alors moi, je voulais brûler des feuilles dans mon jardin et j'ai appris qu'il fallait que je le déclare en mairie, Pascal. Si vous pouvez faire quelque chose. Je voulais brûler des feuilles dans mon jardin, j'ai un tas de feuilles à brûler et je dois le déclarer en mairie dans mon village. Donc si vous pouvez faire quelque chose, brûler vos feuilles, oui. Non mais c'est vrai. Non mais je blague pas. Si vous voulez faire brûler, j'ai arraché de la vigne vierge et j'ai voulu faire brûler les feuilles, je ne peux pas. Je suis obligé de demander l'autorisation à la mairie au préalable. Et vous pouvez pas faire un holocauste clandestin? Non, en l'occurrence c'était des feuilles. C'était pas ni un autodafé ni rien du tout. Si vous pouviez éviter ce genre de mots, peut-être. Là aussi. Mais je pensais au sacrifice. Oui, non. Je ne parlais que de jardinage, cher. Franchement, il faut faire le. C'est pas drôle. Bon. Allez, la pause et nous revenons dans un instant pour parler de ce qui se passe à la Sorbonne qui est occupée, figurez-vous. À tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live, du lundi au vendredi de 10h30 à midi. Il est 9h30, Audrey Berthaud. Cette fusillade avant-hier à New York, l'homme soupçonné d'avoir semé la terreur dans le métro a été inculpé pour acte terroriste. Il s'appelle Frank James, c'est un Afro-Américain de 62 ans. Il a été arrêté par la police américaine hier après plus de 24 heures de chasse à l'homme. L'homme aurait ouvert le feu dans un wagon du métro, faisant 23 blessés, dont 10 par balle. Et puis en Argentine, l'enquête sur la mort de la légende du football Diego Maradona, décédé à 60 ans, avance. Le parquet demande un procès contre les soignants qui se sont occupés de lui pour homicide par négligence. Les procureurs dénoncent les omissions et les mauvaises manipulations des 8 professionnels de santé en charge de Maradona. Et puis en Ligue des Champions, Manchester City se qualifie pour les demi-finales. Les joueurs de Pep Guardiola ont résisté sur le sol de l'Atlético Madrid. Score final 0-0. Manchester City l'emporte grâce à son unique but au match aller. Plusieurs centaines d'étudiants se sont mobilisés hier à Paris et à Nancy, bloquant des bâtiments universitaires pour faire entendre leur voix dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Ils considèrent être dans une impasse politique avec le duel affiché Macron-Le Pen. Vous voyez ce qui se passe à la Sorbonne.
Nous sommes tous antifascistes. Voici ce que scandent ces étudiants qui ont décidé de bloquer la Sorbonne. Dans les couloirs de l'université, des tags aux revendications diverses comme cet acronyme anti-police. Certains accès sont bloqués, des salles de cours dégradées. Selon un professeur d'une université voisine venu soutenir ce mouvement, les étudiants protestent contre le résultat du premier tour de l'élection présidentielle. On nous demande de choisir entre, une candidate d'extrême droite et un candidat de la droite extrême, si vous voulez. Et finalement, c'est ce choix mortifère que la jeunesse refuse. D'autres étudiants regrettent la forme que prend cette colère. Ça va être l'université à réparer et là, pour le moment, ce que j'en ai vu, il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc c'est complètement inacceptable parce que ce sont les étudiants qui veulent travailler qui vont en pâtir parce qu'ils n'auront plus accès à tout le matériel, à tout l'équipement. Selon certains élèves, le blocage de l'université pourrait durer plusieurs jours. Donc vous avez entendu un professeur de la Sorbonne qui explique qu'Emmanuel Macron, c'est un professeur et de droite la extrême, Sorbonne, qui dit que c'est un choix mortifère entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et qu'Emmanuel Macron est un candidat de droite extrême. Oui. Il est professeur. Il s'agit d'une opération d'un petit groupe d'extrême gauche. C'est pas un si petit groupe, parce que ça représente quand même une tendance qui est quand même assez préoccupante. Moi je dirais pas que c'est préoccupant. Je dirais que ce qui est intéressant à travers ça, c'est de voir qu'il y a toute une partie de toute une jeunesse de gauche qui a voté Mélenchon et qui n'a pas l'intention. Non, mais ces gens-là n'ont pas forcément voté Mélenchon. Ils ont même voté pour M. Poutou. Je veux dire qu'ils n'ont pas l'intention spécialement de voter le Macron au second tour. Il y a beaucoup de jeunes que je connais qui s'apprêtent à voter blanc, par exemple. Voyez. Non, mais c'est bien pire que ça. Ils sont prêts à faire passer Marine Le Pen pour ne pas avoir à voter Emmanuel Macron. C'est des gens qui votent même. Ce ne sont pas des gens qui s'inscrivent dans un cadre démocratique. Ils bloquent l'université. Ils n'en ont rien à faire des élections. Ce qu'ils veulent, c'est le chaos. Ce qu'ils veulent, c'est que ça se passe mal. Ils sont à Sciences Po, hein. Non, ils sont à la Sorbonne. Oui, mais la Sorbonne, mais la Sciences Po, c'est pareil. C'est pourquoi ça ? Parce que c'est aussi vrai dans les écoles de journalisme. C'est qu'aujourd'hui, avant, tu recrutais sur dossier ou tu recrutais de manière anonyme. Aujourd'hui, tu as les gens en face de toi. Donc, tu prends les éléments que tu vas mettre dans les universités, dans les grandes écoles françaises, etc. Et comme tous ces profs-là, dans beaucoup en tout cas, penchent du même côté, tu recrutes des étudiants qui seront l'élite de demain et grand danger. Il n'y a plus de profs de droite à Sciences Po, ça je peux vous le garantir. En tout cas, revendiqués comme de droite. Si vous arrivez devant vos étudiants dans un amphithéâtre, écoutez, j'ai fait Sciences Po et je connais bien, mais récemment, et je connais beaucoup de gens qui sont à Sciences Po, et je discute avec beaucoup d'étudiants à Sciences Po. Si vous avez un professeur qui dit à Sciences Po, je suis de droite, il va être en difficulté. Il y a quand même un élément qui est fondamental dans cette affaire, c'est que si vous voulez, ils disent qu'ils refusent ce second tour entre la droite extrême et l'extrême droite, sauf que bizarrement, c'est tout de même le peuple qui a décidé de mettre ces deux candidats en tête. Et leur candidat, eux, M. Poutou, il a fait moins de 1%. Par conséquent, quand l'extrême gauche se revendique, beaucoup d'entre eux, révolution permanente, lutte antifasciste, c'est Philippe Poutou. Réécoutez ce professeur, je le dis pour Marine Lançon, réécoutons ce professeur qui, là encore, à mon avis, qui est très représentatif de ce qui se passe dans les universités et des professeurs qui existent. Écoutons. Qu'Emmanuel Macron est de droite extrême. Écoutons. Grande majorité. Il faut se rappeler tout simplement, je crois que la colère et le refus d'une grande partie de la jeunesse de se voir, comme il y a 5 ans, infliger le même scénario catastrophe où on nous demande de choisir entre, une candidate d'extrême droite et un candidat de la droite extrême, si vous voulez, dont en réalité les politiques sont extrêmement proches. Et finalement, c'est ce choix mortifère que la jeunesse refuse. Donc voilà les... Vous savez, j'ai la chance d'enseigner dans une université, qui est l'université Polytechnique Hauts-de-France à Valenciennes. Et je peux vous dire que c'est très divers. Il y a des gens qui... Philippe Guibert, et on change de sujet. On n'est pas dans ce genre de caricature. Philippe. Je voudrais quand même mettre en garde sur le fait que là, on a une minorité active. Oui. Je connais quand même beaucoup de professeurs d'université, et notamment dans les sciences humaines et politiques, qui sont absolument pas sur cette
position-là. Oui, mais ils disent rien. Donc là, c'est ça. Mais ils disent rien parce qu'ils ont perdu la bataille idéologique et parce que les autres... Terminé. Quand ils s'expriment sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont parfaitement le droit de s'exprimer, à la différence de la présidente de Nantes, qui s'exprime dans le cadre de ses fonctions, c'est pas du tout leur position. Et vous avez vu M. Kinsler à l'IEP de Grenoble. Donc, qu'il a subi. Je mets en garde sur le fait, mais là aussi à Grenoble, c'est une minorité active. C'est des minorités. Il y a des collectifs d'enseignants-chercheurs qui sont extrêmement puissants, qui font du lobbying auprès des directeurs des instituts politiques pour annuler des conférences. J'en ai moi-même fait les frais. Je devais donner une conférence à Sciences Po Bordeaux qui a été annulée par un groupe d'enseignants-chercheurs qui sont allés voir le directeur pour une minorité active. On ne fait pas intervenir la police. Excusez-moi. On ne fait pas intervenir la police. Une minorité active antifasciste, c'est assez classique entre les deux tours pour mobiliser les jeunes. Avançons et changeons de sujet, si j'ose dire, avec une polémique hier, puisque une militante a été sortie lors de la conférence de presse de Marine Le Pen. Et là aussi, ça a été intéressant de voir comment ça a été traité dans l'espace médiatique. Surtout la militante, en l'occurrence. Oui. Qui a été quand même bien... Bien sûr. Alors, revoyons cette... mais des militants, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une séquence comme ça, mais il y a 15 jours, je crois que c'était à Pau, où il y avait... une dame qui venait poser une question sur à Richard Ferrand, et il a été... avec Emmanuel Macron. Où elle a été exclue manu militari, et personne ne leur a souligné de la même manière. C'est toujours pareil, c'est le deux poids, deux mesures, moi, qui me frappe et que je souligne. Enfin, le journaliste du quotidien qui a été viré il y a 3 jours, c'était parfaitement scandaleux. Là, on a vu les images. On a vu non, les il n'a images, pas été viré parce qu'il n'est même pas rentré. Oui, c'est encore autre chose. Non, il n'était pas présent. Violemment, quoi. Non. Viré violemment. Non. Bah si, les images sont... Mais les images qui ont 2 ans. C'est des images dont vous parlez, c'est des images qui ont 2 ans. Quand vous voyez ce journaliste qui est exfiltré, effectivement... Non, c'était pas il y a 2 ans, c'était au moment où... Ces images, il n'y a pas eu de journaliste de quotidien exfiltré hier ou avant-hier, ils n'ont pas pu rentrer. Bon. En revanche... empêché de rentrer très violemment. Il n'y a pas l'image à laquelle vous faites référence, c'est une autre image. Mais bon, peu importe. Voyons d'abord cette séquence de la militante sortie. Bonjour Boris Gans, Lucien Soleil. J'ai une question de la part de Vladimir Poutine. Il se demande pourquoi vous lui répondez plus. Vous lui manquez. Il veut savoir si le président de la part de Vladimir Poutine. Il se demande pourquoi vous lui répondez plus. Vous lui manquez. Il veut savoir si le président vous rencontrez avec lui. Il a besoin de vous, d'une amitié et surtout d'une amitié en Europe. Il est très triste. Alors, et évacuation pour le moins brutale. Marine Le Pen était hier avec Brice Toussaint. Elle a donné une première version. Ce sont les policiers de M. Darmanin. Il faut s'adresser à M. Darmanin parce que moi, j'y suis pour rien. Ce sont les services de protection des personnalités. Vous imaginez bien que ce n'est pas moi qui leur donne ni des instructions, ni des consignes sur leur méthode d'intervention. Bon, ça ne vous a pas dérangé de voir une femme comme ça J'ai rien vu du tout. Pardon, mais vous savez, il y avait 200 personnes, il y avait 200 journalistes, tout le monde s'est levé, je n'ai strictement... En l'occurrence, rien vu. Voilà, je n'y suis absolument pour rien. J'ai juste, je me suis réjoui de voir que cette femme n'avait pas d'intention plus dangereuse que celle uniquement de m'interpeller. Alors Gérald Darmanin a répondu: quel mépris pour les policiers de la République qui assurent votre protection. Ayez plutôt l'honnêteté de dire que l'individu qui traîne la manifestante sur le sol est un membre de votre service d'ordre privé. Donc ça, c'est important. Et puis ce matin, elle était interrogée par Caroline Roux aux 4 vérités et elle est une nouvelle fois revenue sur cet incident. Marine Le Pen. Je n'ai absolument pas mis en cause les policiers. Ah bon ? Non, absolument pas. Vous avez dit c'est les policiers de M. Darmanin. C'est normal. C'était votre service d'ordre ou pas ? Moi, je ne voyais rien, j'étais extrêmement loin. Moi, je trouve que déjà, je vais vous répondre, mais je trouve que déjà, ce qui devrait scandaliser, c'est qu'on ne peut pas faire une campagne de second tour sans que des conférences de presse soient perturbées, sans que nous soyons agressés, sans que nous soyons menacés. Il y a un policier qui a interpellé cette dame, qui au passage s'est blessée. C'est elle qui devrait lui à mon avis, donner des excuses aux policiers, car il s'est blessé en l'interpellant, et comme il s'est blessé, il n'a pas pu aller au bout. C'était pas votre service d'ordre, c'est ce qu'il dit. Vous avez eu peur ? C'est un peu facile, mais pas du tout. Je n'ai absolument pas vu. J'étais beaucoup trop loin. Tout le monde s'est levé. Mais si vous voulez, je trouve que c'est un peu facile a posteriori de juger des réactions des gens. Bon. A priori, c'est le policier
qui a plaqué la personne au sol et ensuite c'est la personne du service d'ordre qui l'a tiré vers le sortir de la salle. Voilà, ça, pour être exact. Ensuite, pour Emmanuel Macron à Pau, effectivement, il y avait une dame qui s'était présentée à Pau pour poser une question à Emmanuel Macron sur la justice. Elle a pris des photos, elle avait pris des notes, cette dame, et elle a été évacuée Manu Militari. Elle est entourée d'une dizaine de personnes et elle donne une interview à la presse locale à l'après dans laquelle elle explique qu'elle a été brutalisée, qu'on a effacé les photos de son téléphone et qu'on lui a pris son carnet. Vous voyez ? Et ça, par exemple, ça n'a pas fait la une de l'actualité. Par conséquent, il ne faut pas faire de poids, de mesure. Si on condamne ce qui s'est passé à Pau, on condamne aussi ce qui s'est passé là maintenant avec cette militante qui vient perturber le rassemblement de Marine Le Pen. Ça me paraîtrait plus logique. Il y a un différentiel de réaction, évidemment. Je lisais hier qu'il y avait 9 tweets qui avaient été faits par une très grande chaîne d'information sur cet incident. Il y en avait eu un seul à l'époque sur l'évacuation à Pau. Après, ça reste une évacuation de quelqu'un qui vient perturber un meeting, ça se fait jamais dans la douceur. Honnêtement, visiblement, elle n'a pas été blessée. Il se passe pas quelque chose d'absolument choquant dans ces images. Marine Le Pen mettait en cause la police de oui, la police, alors ça, alors que c'était son service d'ordre. Non. Le premier qui plaque au sol, un membre du service d'ordre, donc ils sont tous les deux fautifs. Le premier qui plaque au sol, la militante, c'est un policier du SDLP, du service de la protection, et il a bien fait son travail, et il a été suspendu. Il a été écarté par Gérald Darmanin. Ce qui n'est pas logique. Il a été écarté. Pourquoi il a été suspendu ? Il a été écarté, en tout cas, de la protection de Marine Le Pen. Suspendu de la protection. Ouais. Parce que oui. Alors qu'il a bien fait son travail, parce que quelqu'un qui se lève et qui devient celui qui a moins bien fait son agressif, travail, c'est la personne du membre du service de sécurité de Marine Le Pen, qu'elle avait oublié de mentionner. Non mais attendez, je ne vais pas prendre la défense du service de sécurité de Marine Le Pen, mais cette personne, il faut l'évacuer si elle perturbe une réunion. C'est quand même... N'importe quel candidat l'aurait évacué. Gauthier Lebret est avec nous. Juste Gauthier, parce que je salue Gauthier qui est avec nous ce matin et qui interviendra tout à l'heure sur un coup de fil entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Mais vous avez une information à nous donner sur la raison pour laquelle cet homme a été écarté du service de sécurité de Marine Le Pen? Oui, Gérald Darmanin a expliqué hier dans un débat face à Jordan Bardella bien que c'est lui-même qui avait pris cette décision de l'écarter, puisque selon le ministre de l'Intérieur, il a été mis en cause par Marine Le Pen face à Bruce Toussaint dans le premier son que vous avez diffusé. Donc c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur a décidé de l'écarter, parce qu'il jugeait que la candidate du Rassemblement national avait mal jugé son travail. Bon, écoutez, on peut ajouter un petit point, Pascal. Après le JT, si vous voulez bien, parce qu'il est 9h45. Audrey Berthaud. Colère dans le Michigan après la mort d'un homme noir par un policier blanc. Une vidéo que vous voyez montre une altercation entre un homme et un policier. Le policier lui court après avant de lui tirer dessus, sans doute vraisemblablement dans la tête. Plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés hier au soir dans le nord des États-Unis après la publication de cette vidéo. Et en Afrique du Sud, ce sont les pires inondations jamais enregistrées qui ont eu lieu. Elles ont fait plus de 300 morts. Des milliers de maisons, routes et ponts ont été dévastés. Ce sont donc les plus importantes précipitations enregistrées depuis plus de 60 ans dans la région. Enfin, l'Organisation mondiale de la santé maintient le niveau d'alerte maximal face au Covid. Le virus circule toujours beaucoup dans le monde. De nouveaux variants apparaissent. Le comité d'urgence de l'OMS est donc unanime pour dire qu'il ne faut pas baisser la garde. Philippe Guibert qui voulait ajouter quelque chose. Oui, je trouve que cette histoire de 1000 ententes évacuées cache un peu, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de la conférence de presse de Marine Le Pen sur la politique étrangère. Parce que sur le fond, ce qu'il a dit mérite largement discussion, débat et à mon sens critique. Elle ne parle pas de l'Union européenne. Elle parle des relations avec l'Allemagne comme si l'Union européenne n'existait pas. On ne sait pas où Marine Le Pen veut aller dans l'horizon de l'Union européenne. Elle ne parle pas de l'Ukraine. Elle est extrêmement embarrassée et floue sur la nature de l'aide qu'on doit donner aux Ukrainiens. Et on comprend bien qu'elle ne veut pas livrer d'armes aux Ukrainiens. D'ailleurs, la fille brandit une pancarte. Je termine. Et elle finit sur une alliance avec la Russie. Et elle évacue la question de ses relations avec Poutine et la Russie. Je trouve que rien que ça, pour moi, c'est beaucoup plus important que la militante évacuée. Je suis d'accord avec vous. Vous avez raison. Et Alors, on va l'écouter. Je trouve que c'est vraiment problématique. Je suis d'accord avec vous. Et moi, j'essaye d'être factuel sans Mais vous avez parfaitement raison. Écoutez ce qu'elle a dit sur la Russie. Écoutons Marine Le Pen, ce qu'elle a dit sur la Russie. Et on va aller sur le dérive autoritaire de Marine Le Pen, parce que ça, c'est un sujet qui nous intéresse à travers ce rapport au référendum et à la Constitution. Ça, c'est un sujet de fond qui nous intéresse. Exactement. Écoutons d'abord Marine Le Pen sur la Russie. Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée
et aura été réglé par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé. C'est l'intérêt de la France et de l'Europe, mais aussi, je crois, des États-Unis, qui n'ont, même dans l'hypothèse d'une réticence de Washington à envisager une Europe de Lisbonne à Vladivostok, aucun intérêt à voir émerger une étroite union sino-russe. C'est la seule intervention qu'elle a faite sur la Russie et sur l'Ukraine en même temps. Elle n'a rien dit d'autre. C'est juste la crise, la guerre. On est en plein dedans. C'est la crise internationale majeure depuis 20 ans. Et Marine Le Pen fait une conférence de presse. Elle est candidate à la présidentielle de la française et elle n'a que ça à dire sur la guerre en Ukraine. Bon, autre sujet qui m'intéresse, et on va écouter ce que dit Emmanuel Macron, parce que ça, c'est un sujet de fond sur la dérive autoritaire à travers le rapport au référendum. Et ça, il faut l'expliquer aux uns et aux autres, parce qu'effectivement, tu peux considérer que le référendum, c'est le peuple. Mais le référendum, il est quand même encadré par la Constitution et le fameux article 11, si j'ai bien compris. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron. Quand la même personne, le même jour, dit « Vous êtes journaliste, mais monsieur ne l'est pas, parce qu'il dit des choses qui ne me plaisent pas ». On a le début d'une dérive autoritaire. Cette recette qui consiste à changer la Constitution à sa main, sous prétexte de consulter le peuple, qui consiste à choisir les journalistes, qui consiste à nous dire le même jour, moi, revenir sur la peine de mort, je ne suis pas contre. Sauf si, évidemment, on met les gens en prison toute la vie. Vous êtes en train de nous dire qu'elle prépare un régime autoritaire ? Mais je dis simplement que malgré tous les efforts, le vrai visage de l'extrême droite revient. C'est un visage qui ne respecte pas les libertés, le cadre constitutionnel, l'indépendance de la presse et des libertés fondamentales, des droits durement et chèrement acquis qui sont au cœur de nos valeurs, comme l'abolition de la peine de mort. En quoi consulter le peuple peut-il être la marque d'une dérive autoritaire ? C'est dans la mesure où le référendum que propose Marine Le Pen, remise en cause du droit du sol, préférence nationale, supériorité des lois sur les traités, ces sujets de référendum ne rentrent pas dans le cadre de l'article 11 de la Constitution. Vous pouvez le relire dans tous les sens, je l'ai sous les yeux. Vous pouvez faire un référendum sur l'organisation des pouvoirs publics. Vous pouvez faire un référendum sur des réformes de politique économique, sociale, écologique. Vous ne pouvez pas faire un référendum sur la nationalité, sur l'immigration, sur le droit du sol. Ça ne rentre pas dans le champ... Attends, ça ne rentre pas dans le champ de l'article 11. Il n'y a aucun constitutionnaliste qui voit comment Marine Le Pen peut organiser un référendum sur ces sujets-là. Sur la loi française supérieure aux traités internationaux, ou supérieure au droit communautaire, par exemple, comment fait-on alors si on ne peut pas le faire par référendum ? Ça, je te l'accorde, ça rentre dans le cadre de l'article 11. Je suis assez Mais les deux autres... Ça peut rentrer en tout cas. C'est-à-dire que par exemple, si on voulait faire un régime sur un référendum sur la peine de mort, on peut pas. Ouais. Ça rentre pas dans le cadre. Heureusement. Donc comment il faut faire ? Pourquoi vous dites heureusement ? Non, heureusement, parce que s'il y avait eu un référendum sur la peine de mort en 1981, je suis sûr que les 3/4 des gens auraient voté pour le maintien de la peine de mort. Or, je trouve que c'est plutôt une avancée morale d'avoir supprimé la peine de mort. Donc, je trouve que le référendum n'est pas la panacée pour toutes les situations. Maintenant, franchement, le vrai problème, sur ce point. Le vrai problème avec Marine Le Pen, écoutez, c'est le fait qu'on voit très bien qu'on va vers un régime, si elle était élue, un régime à la Donald Trump ou à la Victor Orban. Donc ça veut dire un régime ultra présidentiel qui effectivement change, modifie éventuellement la Constitution, gouverne par décret. Enfin voilà, ce serait pas la première. Comme ce qui s'est passé depuis 5 ans en France. C'est ce que non, mais ça a déjà eu lieu. Je dis pas le contraire, mais ça. Non, mais avec un président de la République qui parfois prend des décisions. Qui a utilisé le 49.3 parfois. Mais là, on va vers plutôt, je dirais, un régime qui serait de nature illibérale, selon le modèle d'un Victor Orban ou d'un Donald Trump ou d'un Bolsonaro. Je trouve tout de même assez cocasse. Je trouve tout de même assez cocasse qu'un président de la République qui a fait usage du 49.3, qui a fait un certain nombre de reculs sur un certain nombre de libertés fondamentales durant son quinquennat et qui a très peu consulté, par exemple, les corps intermédiaires, qui n'a pas fait de référendum. Il a fait le grand débat quand même. Oui, il y a le grand débat dont on voit les résultats. Il n'y a absolument rien qui est ressorti du grand débat. Les doléances sont claquemurées dans toutes les préfectures et sous-préfectures de France. Il n'en est rien sorti. La Convention citoyenne sur le climat, il n'en est rien sorti. Par conséquent, je termine Philippe, par conséquent, si vous voulez accuser Marine Le Pen d'autoritarisme parce qu'elle veut faire des référendums, je trouve ça un peu paradoxal. Je ne vois pas tellement où est l'autoritarisme dans la consultation du peuple et dans la souveraineté populaire. Je dirais même que c'est l'esprit, c'est même l'esprit de la Ve République. C'est d'ailleurs la raison pour
pour laquelle le général de Gaulle a fait l'élection du président au suffrage universel direct en 62. Et je pense que bafouer les référendums, par exemple, comme ça l'a été fait en 2005 sur le traité portant constitution européenne, était une, comment dirais-je, une tâche dans notre démocratie et dans notre référendum. Oui, par conséquent, on peut se faire traiter de populiste quand on veut faire des référendums, mais pas d'autoritarisme. Mot de conclusion de Louis Morin, parce qu'il va nous quitter, Louis, dans quelques secondes. Donc, je vous propose de conclure ce débat. Quand on voit, en effet, le traitement qu'il y a pu avoir des Gilets jaunes, ou quand on voit même le traitement de la presse sur ces 5 ans avec Emmanuel Macron à l'Élysée, entendre aujourd'hui Emmanuel Macron parler de dérive autoritaire d'une autre candidate, c'est vrai que ça fait réagir quand même. On peut quand même s'interroger. Bon, je suis d'accord avec vous, mais personne ici ne pense que, même si moi je peux taquiner de temps en temps, que nous sommes dans un régime de dictature. Non, certainement pas. J'entends ceux qui disent qu'on est en dictature depuis, vous avez raison, Pascal. Parce que le président a proposé qu'on soit tous en dictature, on est d'accord. Mais n'accusons pas une candidate de l'opposition de dire allez en Corée du Nord et vous verrez ce qu'est un régime parler de dérive autoritaire parce que quelqu'un ait refusé l'entrée d'un meeting. J'entends bien, mais tu as quand même un président de la République qui est au contact tous les jours et qui se fait insulter par certains dans un régime autoritaire. C'est pas exactement ce qui se passe. Vous avez entendu quelqu'un qui lui a dit, je crois, vous êtes le plus nul de tous les présidents. C'est pas vraiment une dictature. Comment? Il s'est fait gifler, Macron. Oui, ça on peut un des critères quand même sur regretter ce genre de geste, bien évidemment, et même le condamner. Le critère quand même sur autoritaire, pas autoritaire, c'est est-ce que vous respectez la Constitution? Donc la promesse de Marine Le Pen de ce référendum, soit c'est une promesse pour pipeau qu'elle ne pourra pas faire, soit elle fera un coup de force par rapport aux institutions. Soit elle fait une réforme constitutionnelle pour pouvoir... Soit elle, oui, mais alors à ce moment-là... Alors exactement, parce que ça c'est parfement constitutionnel. Ça me paraît parfaitement constitutionnel. Oui, vous pouvez inscrire les choses dans l'état de droit. C'est exactement ce qu'elle n'a pas proposé. Donc le respect de la Constitution est quand même un critère. Je partage votre point, Philippe. Article 5 de la Constitution, le président est garant des institutions. Là, elle ne se comporte pas en garant des institutions. Ça sera l'objet du débat d'entre-deux tours qui est programmé mercredi 20 avril, qui sera animé visiblement par Léa Salamé et par Gilles Boulot. Devant nos postes. Et non pas par Anne-Sophie Lapix. Non. Alors je vous remercie, Louis Morin, parce qu'on ne vous connaît pas encore. Comment? Lui non plus, Patrick Cohen aussi a été récusé. Oui. Qu'est-ce qui sera journaliste d'animation de ce débat? A priori, c'est Léa Salamé et Gilles Boulot. D'accord. C'est des journalistes de France 2 et de TF1, forcément, puisque c'est eux qui retransmettent. Louis Morin, journaliste politique. Donc on vous découvre et c'est bien de voir des personnes un peu nouvelles autour de la table et avec lesquelles on puisse se frotter la cervelle. Nous allons recevoir Maroun Edé dans une seconde, qui est philosophe, essayiste, auteur de La mémoire coupable. Et c'est assez intéressant, juger le présent par le passé. C'est une tentation qui existe aujourd'hui et de nous faire culpabiliser. Pourquoi pas? En tout cas, c'est sa thèse. Nous sommes entrés dans l'ère de la repentance. Maroun Edé dans une seconde. À tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au jeudi, de midi à 14h. Nous saluons les réseaux sociaux parce que nous lisions ce que les uns et les autres disent sur notre petit groupe depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que chacun en prend un peu pour son grade, avec distance et humour. Par exemple, qu'est-ce que vous disiez à écoutez, je préfère ne pas me... Ça y est, j'ai enlevé parce que c'est quand même amusant, mais sans plus. Oui, vous bloquez les gens, par exemple Oui, je bloque quand les gens commencent à dire je vais te tuer. Ou, là, je bloque. Oui, c'est ça que vous vouliez dire. Un nommé Kermit, qui est très courageux, d'ailleurs, vous savez, vous notez. Par sa suffisance et sa mauvaise foi ultra-gauchiste, c'est moi, ce clown de Christophe Bourseillet me dégoûte de trop. J'ai du boulot qui m'attend, bye bye tout le monde. Vous voyez, c'est sympathique. Merci Kermit, en tout cas pour ça. Emmanuel Macron veut mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux. Ah ben ça, c'est... Je trouve que c'est bien. Alors je vote Emmanuel Macron. Ça, c'est une bonne idée. Moi, je suis d'accord. Alors là, je vote Emmanuel Macron immédiatement. J'ai vu passer ça pas longtemps. C'est une bonne idée. Audrey Berthaud. Je vote Audrey Berthaud. Depuis l'épidémie de grippe aviaire, le prix des œufs explose. 13 millions de volailles ont été abattues en France depuis novembre dernier. Les poules pondeuses représentent 6% des pertes. S'ajoute le prix des aliments pour animaux qui flambe chez les agriculteurs. Résultat, des augmentations jamais vues sur les étals. Et puis allons-nous vers une rupture de stock d'huile de tournesol, frites, chips, mayonnaise ou encore biscuits. L'huile de tournesol est un ingrédient incontournable dans la composition de milliers de produits, mais plus de la moitié de la production mondiale de cette
huile est fabriquée à partir de fleurs cultivées en Ukraine et en Russie. Le conflit a donc durement touché les approvisionnements et pourrait mener à une pénurie dans les jours à venir. Et puis Thomas Pesquet est reparti en vol, pas pour l'espace, mais pour la Centrafrique. L'astronaute français a décollé hier à bord de l'avion de l'ONG Aviation Sans Frontières, dont il est parrain. Il va également livrer des vivres et des médicaments pour 120 ONG et organisations internationales. Maroun Aidé nous a rejoint, La mémoire coupable. Nous sommes entrés dans l'ère de la repentance. C'est publié aux éditions Bouquin. C'est vrai que les gens de notre génération ont un peu le blues en ce moment sur le débat intellectuel, culturel du pays, parce qu'ils ont connu une autre France et que souvent ce qui se passe, ce qui se dit, nous rend tout simplement tristes. Et la tentation de Venise, qui a pour nous souvent la tentation de Venise, c'est parfois Noirmoutier ou La Baule, elle existe fortement. Et votre livre, vraiment, est au cœur de cela. Vous écrivez, de prime abord, la guerre d'Algérie, le génocide rwandais, le code noir de Colbert ou la révolution industrielle n'ont pas de lien entre eux. Mais le traitement que l'on en fait aujourd'hui dans l'espace public découle du même mouvement, l'obsession de notre époque à juger les époques passées et à vouloir se poser en réparatrice de leurs torts. Nos sociétés se positionnent comme justicières a posteriori de crimes dont les coupables, comme les victimes, ont disparu parfois depuis longtemps. Et moi, j'ajouterais... Je veux dire, ce manque de culture, d'intelligence, de prendre des lunettes de 2020 pour juger 1720 n'a aucun sens. On n'imaginait même pas qu'on serait obligé aujourd'hui de juger le passé avec des lunettes d'aujourd'hui. Oui, et surtout, on peut se demander où est-ce que ça peut s'arrêter, parce que vous avez des discours qui nous expliquent, par exemple, que voilà, Napoléon était sexiste, il était homophobe, et donc ce sont des valeurs de notre temps. C'est évident que les autres époques n'avaient pas nos valeurs, et il faut se demander ce que peut apporter ce jugement anachronique de l'histoire, parce que finalement, sinon on va que garder les 3 dernières années avec lesquelles on est d'accord, et on finira par être jugés nous-mêmes dans 10 ans lorsque les valeurs auront changé à nouveau. Je suis d'accord avec vous, et vous écrivez quelque chose qui m'a frappé, qui est assez juste plus loin. La race a remplacé la classe socio-économique. Avec la chute du marxisme et la résurgence des conflits identitaires, la race s'est progressivement substituée à la classe comme grille de classification des groupes sociaux. Du point de vue politique, les individus sont désormais moins regroupés en fonction de leur situation socio-économique et davantage en fonction de leur appartenance culturelle. C'est l'essor de ce que l'on nomme aux États-Unis les identity politics, avec des clivages politiques fondés sur les conflits culturels et identitaires. Tout à fait. Oui. Et c'est pour ça que la gauche s'est cassée la figure. Et oui, mais moi, cette période-là, alors moi j'ai le sentiment qu'on entre dans une nouvelle ère et qu'elle va durer longtemps. Et que pour nous, c'est notre génération de ces gens qui sont nés dans les années 60, ça forme une forme de tristesse, je le disais tout à l'heure, parce que l'intelligence est mise de côté, la culture, l'histoire. On se sent exilé de ce genre de débat. Donc effectivement, c'est quelque chose que j'explique dans le livre, la façon dont aujourd'hui, donc c'est un mouvement qui vient des États-Unis, comme vous le disiez, les identity politics, dont la race devient constitutive. Finalement, on a l'impression que toutes les personnes qui ont un passé commun forment le même groupe. Et donc on peut avoir tendance, quand vous avez par exemple, il y a des politiques de discrimination positive, on met un acteur noir à Hollywood, on pourrait se demander ce que ça change à la vie d'un chômeur de la Nouvelle-Orléans. Et en fait, du point de vue des États-Unis, finalement, comme c'est désormais la race qui est le groupe dominant, pour eux, c'est des politiques qui bénéficient à tout le monde. En France, on n'est pas encore tout à fait passé à ça. On a vu que certains ont essayé pour ces élections de plutôt parler surtout des sujets identitaires. Les Français restent quand même attachés aux considérations de pouvoir d'achat, aux considérations de société. Mais les minorités actives sont très présentes, très puissantes aujourd'hui, et peut-être que ce sera un des sujets ces prochaines années. Vous avez lu L'Archipel français de Jérôme Fourquet? Bien sûr. C'est un livre qui disait ça avec beaucoup de calme, et qui disait il y a une communautarisation par en bas. C'est un processus peut-être irréversible et naturel, civilisationnel. Alors on peut regretter en disant mais c'était de mon temps, ça n'existait pas. Moi je veux bien, mais c'est un processus. Je veux dire que aucun pays n'est éternel, rien ne dure. On peut le refuser. Je pense qu'on va effectivement vers un monde différent, un monde qui sera peut-être marqué par l'éclatement des États-nations et par la mise en avant de communautés, et on aura une révolution
d'identité. Michel Maffezoni. Mais je pense qu'il a tout à fait raison. On alimente nous-mêmes aussi ce communautarisme. Parce que, comme je dis dans le livre, le fait de donner un tel poids aux crimes du passé et de considérer que les descendants de coupables sont coupables, les descendants de victimes sont victimes, ça fragmente aussi la société aujourd'hui. Ça encourage les phénomènes d'auto-accusation, ça encourage la concurrence victimaire. Et comme on croit nous-mêmes plus dans le fait que nos valeurs puissent être universelles, c'est difficile d'essayer... Oui, mais encore faut-il que se battre pour notre histoire, pour nos valeurs, lorsque vous avez un président de la République qui parle de crimes contre l'humanité, lorsque la France était en Algérie. Forcément, ça mériterait pour le moins plus de nuances, me semble-t-il. Ce qu'il a fait après en nuançant c'est ça, il est travail mémoriel. C'est intéressant de voir comment Emmanuel Macron a progressivement appris par rapport à ça. Oui. Parce qu'au début, donc, il ne le dirait plus aujourd'hui, sans doute. Il ne le dirait plus aujourd'hui parce qu'il s'est également rendu compte que le gouvernement algérien lui-même instrumentalise les excuses françaises parce que pour se maintenir au pouvoir sur une vision un peu mythifiée du récit d'indépendance, on voit même dans l'hymne national algérien, il y a toute une strophe qui est une strophe d'avertissement et de menace envers la France et qui le chantent tous les matins dans les écoles. Ils disent ô France, ton heure est venue, écrivez-le avec le sang des martyrs, enseignez-le aux générations à venir. Évidemment, ça a été écrit pendant la guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que le gouvernement tient encore aujourd'hui à enseigner ça dans les écoles. Les Algériens eux-mêmes ne sont plus dupes. On voit bien les mouvements de contestation populaire. La jeunesse algérienne demande autre chose, elle demande de l'avenir. 90% des Algériens aujourd'hui, c'est un pays très jeune, n'ont pas connu la guerre. Mais à chaque fois que la France revient avec des excuses, le gouvernement algérien est évidemment trop content d'utiliser à nouveau la France comme bouc émissaire. Emmanuel Macron a fini par apprendre, et d'ailleurs c'est assez drôle comment il a même fini par critiquer publiquement le gouvernement algérien en disant vous êtes une oligarchie militaire qui fonctionnait sur une rente mémorielle. Bon, il a fini par revenir sur ça. Il avait raison. Mais construire une identité nationale, comme vous expliquez là, l'Algérie, c'est vraiment extrêmement intéressant. Construire une identité nationale sur l'idée sur laquelle il faudrait prendre une revanche, l'histoire nous enseigne que ça peut conduire à des choses extrêmement dangereuses. Par conséquent, si en face, l'Occident s'autoflagelle et fait acte de contrition en permanence en expliquant que nous sommes à l'origine de tous les maux du monde alors que ce n'est pas vrai, effectivement, ça peut créer des tensions extrêmement graves, surtout si les élites occidentales, comme c'est le cas avec les élites capitalistes, universitaires, par certains égards médiatiques, versent dans cette repentance et dans ce décolonialisme. Alors, on va évoquer évidemment votre livre dans quelques instants une nouvelle fois, mais revenons sur Emmanuel Macron qui a croisé une jeune femme qui portait le voile et qui lui a parlé. Et manifestement, il est sur le voile, sur une position différente de celle qui était la sienne en 2018. Alors, je vous propose de voir d'abord cette séquence à Strasbourg. Faut pas trop. Ah oui. Merci pour le discours. Et ce qui est beau, ce qui est beau, vous êtes féministe? Oui, moi je suis féministe. Vous êtes pour l'égalité femmes-hommes? Pour l'égalité femmes-hommes. Je peux me permettre d'être indiscret? Oui. Vous portez un voile par choix ou c'est imposé? Non, mais c'est important. Parce qu'il y a les caméras. Non, je vous le dis, parce que avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg qui dit « Est-ce que vous êtes féministe ?» c'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Parce que de l'autre côté, Mme Le Pen qui dit « Le vol sera interdit sur la place publique avec moi ». Ben non. Bon, je ne sais pas si vous trouvez que c'est la meilleure des réponses, mais en 2018, voilà ce qu'Emmanuel Macron avait dit. Pourquoi le voile nous insécurise? Cela n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays. Nous sommes attachés à l'égalité entre l'homme et la femme. Et on est au cœur du macronisme. C'est-à-dire que ce président va terminer son quinquennat et je ne sais pas ce qu'il pense sur certains sujets. Qu'est-ce qu'il leur a dit parfois? Non pas tout et son contraire, mais qu'il leur a dit des choses qui ne sont pas claires. Le voile en est l'expression. Il dit c'est formidable à cette jeune femme, vous êtes féministe, vous portez le voile, c'est beau et ça fait taire tous ceux que j'entende. Et il dit en 2018, ce n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays. C'est pas vraiment conforme au féminisme non plus. Oui, donc il pense quoi au fond? Alors là, il le dit parce qu'il est en campagne et qu'il est à la pêche aux voix en disant cela. Aux voix de Jean-Luc Mélenchon notamment. Je pose la question. Ce qu'il pense vraiment, c'est ce qu'il a dit en 2018, il y a 4 ans, sur ce sujet? Moi, je suis plutôt d'accord avec l'Emmanuel Macron de 2018, mais il nous a appris effectivement qu'il était capable d'une certaine versatilité. Maintenant, il y a 20 et quelques % d'électeurs à séduire chez Jean-Luc Mélenchon. Et il semblerait que Jean-Luc Mélenchon ait tenu un discours effectivement qui, pour moi, s'apparente à de l'islamo-gauchisme à certains égards, et qui en tout cas vise à séduire la communauté musulmane pour, je pense, les mauvaises raisons. Et d'ailleurs, on est en plein dans le
communautarisme, mais appliqué à la vie politique. Jean-Luc Mélenchon, le nouveau Jean-Luc Mélenchon, parce que lui aussi il a changé, il a été laïque un temps, est aujourd'hui quelqu'un qui réfléchit en termes de part de marché électorale et en termes de communauté à séduire, ce qui est dramatique pour un homme de gauche. Et je déplore qu'Emmanuel Macron, dans cette séquence, alors évidemment on peut peut-être pas lui faire le procès d'être au même niveau que Jean-Luc Mélenchon de ce côté-là, mais dans cette séquence-là, pour une vocation de récupération politique d'un certain nombre d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, il se contredit, il se dédie de ce qu'il avait expliqué lui-même en 2018. Très clairement, la jeune femme qui est venue à la rencontre d'Emmanuel Macron doit être une militante des frères musulmans, puisque c'est d'avoir ce discours que je qualifierais, de perverse, qui consiste à porter le voile tout en se réclamant du féminisme, alors que ce voile-là est le contraire même de l'égalité homme-femme, par définition, intrinsèquement. Donc il y a une tentative là là aussi d'une minorité active. Absolument. On est dans la même logique. Et Emmanuel Macron n'a pas le réflexe c'est vrai qu'on est en campagne électorale, de lui opposer cette évidence qu'être féministe et porter le voile à quelque chose de profondément contradictoire. Oui, mais il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas des militantes, des femmes musulmanes, qui essaient d'être féministes tout en étant fidèles à leur tradition. Écoutez, moi j'en connais, il y a des femmes et elles sont vraiment féministes. Et puis, comme elles ont grandi dans la religion musulmane, elles ont des attaches aussi identitaires qui font qu'elles mettent le voile. Enfin, le fichu, là, c'est pas la burqa. Hein, mais donc, il me semble que, oui, je suis d'accord avec vous sur la question de la laïcité, sur le fait que ce n'est pas... C'est une question d'égalité. C'est effectivement pas une marque comment dirais-je, de maturité, sans doute, mais quand même, je le comprends. Et je crois qu'une femme qui vient comme ça vers Macron n'est pas nécessairement une militante islamiste, c'est peut-être tout simplement une femme qui pense qui est féministe et qui malgré tout est musulmane. Et donc, à ce moment-là, Christophe, définissez le féminisme. C'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a aussi la façon d'être dans sa vie de tous les jours. Vous êtes une femme musulmane, vous portez le voile parce que tout le monde le porte autour de vous, et ça vous empêche pas éventuellement mais je suis comme vous, je condamne le voile. Je veux dire, par définition, je le condamne parce que je pense que c'est pas un signe de libération de la femme, évidemment. Non, parce que ça signifie que le corps de la femme n'est pas celui de l'homme. Je sais bien. Et que donc il doit être caché. Donc c'est le contraire de l'égalité. Il y a malheureusement tout un courant aujourd'hui qui va justifier, là c'est un courant idéologique, qui va justifier le port du voile en disant le voile dérobe la femme au regard des hommes. Donc c'est une libération de la femme parce qu'elle se libère son corps du regard des hommes. C'est ce que disent les défenseurs. Ça évidemment c'est indéfendable. Il est 10h15, Audrey Berthaud. Audrey Berthaud. Ce n'est pas une guerre, c'est du terrorisme. C'est ce que dénonce le président polonais. Andrzej Duda, en visite à Kiev, a estimé hier que la Russie ne menait pas une simple guerre en Ukraine. Il a déclaré c'est de la cruauté, du banditisme, du terrorisme. Et puis 100 millions d'euros d'équipement militaire à l'Ukraine, annonce faite hier par Florence Parly, ministre française des Armées. Dans un communiqué, elle précise que les livraisons concernent des moyens de protection, armements, munitions et systèmes d'armes répondant aux besoins exprimés par l'Ukraine. Jusqu'ici, Paris n'avait pas chiffré le montant des armements livrés à Kiev depuis le début de l'invasion russe. Enfin, ils ont fui les bombes et se retrouvent loin de chez eux, en pays inconnu. Les jeunes réfugiés ukrainiens arrivés en France doivent retrouver une vie normale. Première étape, intégrer une classe dans une école, mais la majorité d'entre eux ne parlent pas français. Eh bien, à Paris, vous le voyez, une classe dédiée aux non-francophones a été ouverte. Tout est mis en œuvre pour faciliter leur intégration. Comment être féministe et porter le voile? Philippe Guibert dit c'est impossible. Et Christophe Bourseillet dit c'est possible. Oui. Voilà. Non mais c'est intéressant. Alors ça c'est un bon débat pour le coup. Je pense que Philippe Guibert, les arguments me paraissent supérieurs. Les arguments qu'il a mis en place. C'est-à-dire que je ne suis pas en désaccord fondamental avec Philippe Guibert, parce que je considère effectivement que le voile n'est pas une marque d'avancée de conscience, c'est plutôt malheureusement la marque d'une oppression, mais néanmoins je peux comprendre qu'une femme musulmane qui porte le voile puisse avoir envie de se libérer et donc affirme une identité féministe. Aussi pensera ce qu'il veut en écoutant notre conversation. Gauthier Lebret, qui était là tout à l'heure, je voulais le remercier. Gauthier, vous étiez venu ce matin parce qu'il y a eu manifestement un coup de fil
entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, ou entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. D'ailleurs, je ne sais pas qui a appelé l'autre. C'est Marine Le Pen qui a appelé Éric Zemmour ce lundi pour le remercier de son appel au vote de dimanche. Et depuis, le torchon a un petit peu brûlé entre les deux, puisque Marine Le Pen a dit qu'elle ne prendrait pas Éric Zemmour comme ministre, qu'il n'y aurait pas d'alliance aux législatives et pas de meeting commun. Et du coup, ce qu'on espère chez Éric Zemmour, puisqu'on trouve que Marine Le Pen ne rassemble pas en ce moment, c'est que ce coup de téléphone est la preuve qu'il y a une ouverture pour de possibles alliances législatives. Et puis Marine Le Pen, elle a un peu perdu son paratonnerre, puisque pendant la campagne de premier tour, Éric Zemmour prenait la foudre. Et là, on voit dans la séquence dans laquelle on est depuis 48 heures, j'ai un peu l'impression, moi qui ai suivi la campagne d'Éric Zemmour, de retrouver tout ce qui se passait, des polémiques qui feuilletonnent, des happenings lors de ses conférences de presse. Avant, c'était Éric Zemmour qui en était la cible, des militants d'SOS Racisme qui manifestent devant des conférences de presse. Ça, avant, c'était Éric Zemmour. Donc on voit bien que c'est Marine Le Pen qui prend la foudre, qui est le sujet de polémique qui feuilletonne. Et donc, il lui manque peut-être un peu Éric Zemmour à Marine LePen, puisqu'il n'est plus là pour faire paratonnerre. Merci beaucoup pour ces précisions. On va parler d'Abdeslam. On en parlait déjà hier, puisque c'est le 111e ou 112e jour de procès. Et je pense que Noémie Schulz est avec nous, puisque à la surprise générale, Abdeslam a pris la parole hier et a notamment expliqué les raisons pour lesquelles il avait renoncé au dernier moment à se suicider. Est-ce qu'elle est avec nous, Noémie Schulz? Alors écoutons les avocats des parties civiles avant de rejoindre Noémie Schulz. Le revirement, pourquoi il parle ? Honnêtement, je ne sais pas. C'est son droit de parler, c'est son droit de mentir, c'est son droit de se défendre comme c'était son droit de se taire. C'était sa dernière occasion de parler. C'était sûrement une trop belle occasion pour réussir à se taire. On voit qu'il aime bien parler, on voit qu'il aime bien réussir à avoir le minimum de pouvoir qu'il peut sur cette audience. Sur la notion du renoncement, ce n'est pas parce qu'il le dit que c'est vrai. Il faut aussi se souvenir que les deux qui l'accompagnent dans la voiture expliquent qu'il n'a pas renoncé, mais que la ceinture n'a pas fonctionné et que l'expert confirme que la ceinture ne fonctionnait pas. Donc il y a deux options. Bonjour Noémie Schulz, vous étiez hier au palais de justice. Est-ce que les parties civiles, est-ce que vous avez été convaincus par les raisons données par Salah Abdeslam ? C'est très difficile à dire. Seul Salah Abdeslam sait ce qu'il a dit hier et l'entière vérité. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des éléments qui collent avec des éléments du dossier. On se souvient que dans le message de revendication fait par le groupe État islamique, il était fait mention d'attaques dans les 10e, 11e et 18e arrondissements de Paris. Donc la question s'était toujours posée, pourquoi est-ce qu'il ne s'était rien passé dans le 18e arrondissement ? Salah Abdeslam, il nous propose donc cette version. C'est lui qui devait se faire sauter sa ceinture explosive dans un café du 18e. Il explique avoir renoncé par humanité, non pas par peur. Il dit je suis rentré, il y avait des jeunes, des très jeunes, des gens qui dansaient, qui rigolaient. Et là, je me suis dit que je n'allais pas le faire, je n'allais pas y arriver. C'est là que j'ai renoncé, c'est son explication. Après, on a entendu les avocats un avocat de la partie civile qui s'étonne, qui dit on aurait envoyé tout seul, alors que les autres commandos étaient composés de plusieurs terroristes, on aurait envoyé tout seul celui qui était le moins expérimenté pour se faire sauter dans un café du 18e arrondissement. C'est en tout cas la version que Salah Abdeslam a décidé de donner, lui qui depuis 6 ans et depuis 7 mois de procès n'avait donc pas parler de son 13 novembre, de sa soirée du 13 novembre. C'est ces éléments qu'il a apportés hier. Merci beaucoup Noémie Schulz. Maroun Edé est avec nous ce matin. La mémoire coupable, nous sommes entrés dans l'ère de la repentance. Vous êtes philosophe, vous êtes normalien, vous écrivez le passé rétréci à vue d'œil jusqu'à ce qu'histoire contemporaine et présent se confondent. Telle est l'impasse à laquelle mène la fermeture d'esprit, qui consiste à n'accepter que les époques qui correspondent parfaitement à nos valeurs et à rejeter en bloc ce qui diffère même marginalement de notre système de pensée. Ce nouveau manichéisme pose d'autant plus problème que le coupable est souvent désigné par avance. Quel que soit le crime, son responsable est toujours le même, l'Europe, l'Occident, les Blancs, soit plusieurs façons différentes de nommer une même chose. Oui, donc le fait que le passé rétrécisse à vue d'œil, c'est... Parce qu'on a cette forme de cancel culture qui est appliquée à l'histoire, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus vraiment à expliquer ou à comprendre, mais plutôt à juger et à condamner. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec nous,
Finalement, on ne veut plus en entendre parler. On peut avoir ça avec le déboulonnage des statuts. Et par rapport à l'Europe, je pense l'Europe peut avoir une fierté d'avoir aujourd'hui eu une lecture critique de son histoire. Mais un des problèmes, c'est que comme l'Europe est la seule à faire ce travail de relecture critique de ses propres crimes, on ne voit pas la Chine le faire, on ne voit pas l'Inde le faire, on ne voit pas non plus les pays arabes le faire. Comme elle est la seule à le dénoncer, elle est de son point de vue la seule à paraître coupable. Et comme on ne croit même plus dans l'université de nos propres valeurs, on n'ose même plus aller juger les autres. Et donc finalement, on entre dans un cercle où on s'auto-culpabilise. Et ces jeunes générations qui vont être nourries à ce lait-là, ces jeunes issus de l'immigration qui vont entendre toute la journée que les Blancs, l'Occident, l'Europe, c'est mal conduit, ce ne sera pas sans conséquence lorsque ces jeunes gens vont avoir 20 ans, 25 ans, 30 ans. Je pense que c'est pour ça que c'est très important d'enseigner l'histoire, d'enseigner réellement l'histoire de ces époques, mais de façon de l'enseigner sans jugement, de l'enseigner, de donner tous les matériaux pour qu'ils puissent eux-mêmes se faire leur propre histoire. Si oui, mais vous voyez bien que c'est difficile dans les cours aujourd'hui. C'est ce qu'on nous rapporte, en tout cas, la grande difficulté dans... Il y a mais parce que c'est aussi enseigné de façon parfois biaisée déjà. Et si on prend par exemple l'exemple de l'Algérie, on a les harkis, par exemple. Il y a assez peu de descendants de harkis aujourd'hui qui savent réellement quelle était l'histoire de leurs parents ou leurs grands-parents, tout simplement parce que nous, on n'a pas vraiment écrit cette histoire, c'est l'Algérie qui l'a imposée, et puis le général de Gaulle aussi était bien content d'avoir un peu ce mythe-là. Et donc le mot harki est devenu très péjoratif aujourd'hui, c'est l'équivalent en Algérie de collabo, alors même que les harkis, il y en a 150 000 qui ont été tués, n'étaient pas forcément des combattants, c'était aussi des gens qui étaient des fonctionnaires, des instituteurs, qui juste travaillaient pour un État qui du jour au lendemain est devenu l'État ennemi. Et je pense que c'est très important si on enseigne aux écoles cette histoire-là, mais aussi la faute de la France dans l'abandon des harkis, mais sans se culpabiliser, simplement donner des éléments pour que chacun... Vous l'avez dit, la France peut-être n'est pas suffisamment confiante en son histoire, en ses valeurs. Par exemple, sur la réalité de la traite négrière, ce que vous dites, la traite négrière n'est pas unique, mais triple. À la traite européenne, s'ajoutant une traite arabe et une traite intra-africaine. Les Africains ne constituent en effet pas un groupe homogène. Certains ont bénéficié de la traite et l'ont en partie orchestrée. D'autres en ont été les victimes. D'autres encore ne l'ont pas connu. Seulement 2% des esclaves ont été capturés par les Européens eux-mêmes. Les autres étaient déjà esclaves de chefs africains quand ils ont été revendus aux marchands européens. Quant à la traite menée par les Arabes, elle précède largement l'arrivée des Européens sur le continent et s'est terminée après leur départ. Donc ça, c'est la vérité historique. Mais si vous dites ça aujourd'hui dans une classe... Vous ne l'apprenez pas à l'école, ça. À des gosses de 12 ans, de 15 ans, vous avez la révolution peut-être dans la classe. Il peut, donc effectivement, il y a même des historiens qui ont parfois eu des problèmes avec la justice pour avoir tenu ça. Ces discours, c'est vrai que c'est un sujet compliqué que je développe dans le livre, mais effectivement, il y a eu... les historiens estiment aujourd'hui qu'il y a eu 17 millions d'Africains qui ont été réduits en esclavage par les pays arabes, une traite qui est du 7e siècle jusqu'au 20e siècle, donc 13 siècles. Et l'esclavage intra-africain, on estime que c'est encore davantage, contre 14 millions pour les Européens. Le but n'est bien sûr pas d'essayer d'estimer les torts des uns et des autres, mais vraiment de montrer l'ampleur de ce qui est occulté par notre vision un peu manichéenne, un peu simplificatrice en fait de l'histoire aujourd'hui. Et dans les programmes d'histoire, on étudie le commerce triangulaire, ce qui est normal. On étudie la traite effectivement occidentale, mais ce que vous disiez, la traite africaine, le marché de Zanzibar, marché aux esclaves extraordinaire, on n'en parle pas. La traite intra-africaine, voilà. Bon. Les 13 siècles de traite. Ce livre est vraiment passionnant, il est au cœur de tous les sujets d'aujourd'hui. Là, ce que vous appelez l'inquisition mémorielle, je pourrais dire vraiment beaucoup de passages pour l'inquisition contemporaine, coup de concession avec une période jugée mauvaise et déjà une compromission, défendre par exemple que sur certains plans, des pays colonisés ont pu bénéficier de la colonisation tout en condamnant les crimes coloniaux ne suffit pas, la condamnation doit être absolue, unilatérale, sous peine d'être soi-même classé du côté des criminels, etc. Alors, comme il nous reste 2 minutes et qu'on a parlé de Michel Bouquet pour commencer, je l'ai passé hier, mais j'ai envie de le repasser aujourd'hui. Vous passez cet extrait que je trouve extraordinaire. Donc, c'est un film de 1976. Michel Bouquet veut apprendre manifestement à son fils ce qu'est la puissance de l'argent. Donc, il a vu une très jolie maison. Il entre là-dedans, dans cette maison, et il va décider d'acheter la maison, mais c'est pas la maison qu'il achète, c'est les gens. Et vous avez donc ce président, Rambal Cochet, qui est joué par Bouquet, qui est absolument fabuleux, et vous avez Daniel Sicaldi, qui est un comédien, mais
immense. Et vous allez voir cette scène qui est écrite à la perfection avec le cynisme, la drôlerie aussi, parce que la drôlerie pour le spectateur, et puis la qualité de l'interprétation de cet homme cynique, brutal, odieux, qui est le président Rambal Cochet, et qui arrive au milieu d'un déjeuner pour acheter une maison. Regardez. Madame, monsieur, bonjour. Je suis Pierre Rambal Cochet. Je vous prie de m'excuser pour cette intrusion. J'ai une question à vous poser. Monsieur? Alors, continuez, je vous en prie. Combien vaut cette maison? Non, elle n'est pas à vendre, monsieur. Je ne vous demande pas si elle est à vendre. Je vous demande combien vous l'évaluez. Je ne sais pas. Je l'ai payée 60 millions il y a 5 ans. Elle devrait valoir maintenant 80 ou 90. Je vous en donne 200. C'est une plaisanterie. Non. 2 millions, évidemment, c'est un bon prix. C'est même un très bon prix. 3. Comment? 3 millions si vous partez tout de suite. Je comprends pas. Vous faites vos valises, vous partez à l'instant. C'est pas possible. Vous avez 1 minute pour réfléchir. Bon, on peut s'arranger pour vous laisser la maison en fin de journée. Tout de suite. C'est à prendre ou à laisser, et il vous reste 30 secondes. Bon, eh bien, on va se préparer. Bien. Venez, les enfants. Venez. Quel génie. Quel génie d'abord d'écriture, Regarde, Francis Weber, hein, bien sûr. Quelle mise en scène, quel comédien, quelle jubilation. C'est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire. Audrey Berthaud. Et ce qui est formidable avec un comédien, c'est ça qui est... On l'a passé hier, cet extrait. Et là, je le revois, et je l'ai vu 5 fois sans doute depuis hier. C'est la même jubilation, en fait. Vous savez, quand il entre et qu'il dit « Je vous en prie ». D'ailleurs, vous avez tous ri. Hein, il se lève « Je vous en prie ». C'est magnifique. Les comédiens sont des gens magnifiques. Audrey Berthaud, 10h30. J-10 pour le second tour de l'élection présidentielle. Et regardez notre dernier baromètre Opinionway pour CNews. Statu quo par rapport à hier. Emmanuel Macron est à 53% et Marine Le Pen arrive avec 47%. Et puis le taux d'abstention au second tour à 10 jours du scrutin, il est estimé à 28%. C'est ce que révèle cette fois notre sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui monte à 47% chez les sympathisants de la France insoumise. Et puis cette polémique à l'université de Nantes. La présidente de l'établissement a envoyé un mail à l'ensemble des étudiants et des professeurs, les invitant à ne pas voter pour Marine Le Pen au second tour. Un message donc très clair pour faire barrage à l'extrême droite et donc au Rassemblement national. Henri Desmérindol était à la réalisation, Grégory était au son, Dominique Raymond était à la vision. Merci à Marine Lançon, à Arthur Muriot. Je rappelle justement aux éditions Bouquin, Maroun aidé, La mémoire coupable. Nous sommes entrés dans l'ère de la repentance. C'est vraiment un livre extrêmement